Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire régional qui est co-organisé par France Asso Santé Normandie et Calva, structure régionale d'appui à la qualité. Donc moi je suis Célia Verland, la coordinatrice régionale de France Asso Santé Normandie et je serai le maître du temps pour cet événement et je verrai les questions que vous pourrez poser dans le chat qui est sur votre droite. D'ailleurs, tout le monde est en train de saluer. Avec donc Marianne, on fera la même chose. Donc Marianne, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Tout d'abord, je m'excuse pour le son parce que je pense que vous allez entendre un son qui grésille. Donc on va s'organiser avec un autre ordinateur pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Marianne Pavard, je suis coordinatrice du réseau Calva, qui co-organise cet événement avec France Asso Santé. Et on va avoir un certain nombre de participants qui vont intervenir aujourd'hui sur le sujet communiquer pour mieux soigner. Et donc, je voulais vous présenter en fait un projet qui est mis en place au sein de Calva qui s'appelle les Olympiades du soin, qui est un concours qui vise à mettre en œuvre plusieurs défis. L'un de ces défis, c'est communiquer, c'est gagner. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la communication soignant-soigné. Et donc, parmi nos intervenants, il y a deux établissements qui vont présenter la façon dont ils ont mis en œuvre un de ces défis, donc communiquer, c'est gagner. Donc, le CH de 40 ans et le centre hospitalier de l'Austre-Verte. Et puis, on aura également le Corian Côte-Normande qui a mis en place le Café Bienveillance. Donc, Hélène Poussier qui est présente à côté de moi et qui vous fera aussi une présentation dans la matinée. Voilà, donc de belles expériences à partager ce matin. Merci à vous d'être présents en grand nombre. Merci Marianne. Donc juste pour resituer un petit peu le contexte, ce webinaire, on l'organise en 2022 pour deux événements. Le premier, c'est les 20 ans de la loi Kouchner sur les droits des malades, la loi du 4 mars 2002. Et également, comme tous les ans, le 18 avril a lieu la Journée européenne des droits en santé. Donc, on essaye aussi d'organiser des événements dans ce cadre-là pour faire connaître les droits en santé. Quand on parle de droits en santé, je vais partager mon écran. Je vais en citer deux qui me semblent importants et qui vont pouvoir aider à la discussion par la suite. C'est l'article L 1111-2 du Code de la santé publique. Donc, toute personne a le droit d'être informée lors d'un entretien individuel sur son état de santé. Cette information incombe à tout professionnel de santé. Seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Il y a un deuxième article aussi, le L 1111-4. Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Donc, dans ces deux articles, j'ai voulu les citer et les montrer à l'écran parce qu'effectivement, on parle d'information, on parle de consentement libre et éclairé, mais pour mettre en pratique ces droits, ça passe par une bonne information des deux côtés. Et là, c'est pour ça qu'on va faire intervenir des établissements qui ont travaillé avec des représentants des usagers sur cette thématique. Donc là, je vais laisser la parole au centre hospitalier de 40 ans avec Madame Autier, psychomotricienne, Madame Lebas, psychologue, et Éric Perceau, représentant des usagers. Je vous laisse la parole et je départage mon écran. C'est bon, on peut commencer? Bonjour, je m'appelle Julia Autier, je suis psychomotricienne à l'EHPAD de 40 ans. Et donc moi je suis Fanny Lebas et je suis psychologue sur l'hôpital de 40 ans. J'exerce sur les EHPAD et sur un service de médecine et de SSR. Alors, nous avons mis en œuvre un défi autour de la communication dans le cadre des Olympiades du soin proposées par Calva.
Par rapport au contexte de l'institution, nous avons un public de personnes âgées en EHPAD et en médecine gériatrique. Alors, elles peuvent présenter des troubles, des handicaps divers, des troubles auditifs, des troubles visuels ou des troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées. Dans ce contexte-là, la communication est vraiment un enjeu important de la prise en soin. Communiquer, se faire comprendre aussi ce que l'autre peut-être ne comprend pas de ce qu'on dit, fait partie du quotidien des soignants et de tous les professionnels qui interviennent en fait dans ces lieux-là. Tout d'abord, je vais vous présenter le défi tel qu'il a été mis en œuvre. Et ensuite, nous allons discuter autour des difficultés que nous avons repérées, des stratégies de compensation et des axes d'amélioration. Alors, pour notre défi, il s'est articulé autour de 3 épreuves effectuées en binôme. Donc, la première épreuve, elle reprenait le jeu du tabou. Je ne sais pas si vous connaissez, il fallait faire deviner un maximum de mots à son partenaire. Donc, faire deviner un maximum de mots dans un temps limité, sans dire certains mots interdits. La deuxième épreuve, elle se basait un petit peu sur le jeu du dessiner, c'est gagner. Donc, il fallait faire deviner un maximum de mots dans un temps imparti par le biais du dessin. Et la troisième épreuve, c'était un jeu de mime. Finalement, il fallait faire deviner un maximum de mots ou d'expressions à son partenaire par le biais du mime ou de l'expression corporelle. Pour chaque épreuve, on a proposé une mise en œuvre basique et aussi une mise en œuvre avec des outils qui simulaient des troubles visuels, des troubles auditifs. Par rapport au choix des mots, on a choisi délibérément des mots du jargon soignant, donc aide-soignant, infirmier, médecin, et également des mots qui concernent un petit peu l'environnement, le lieu de vie des résidents, des patients. Donc, pour que ça retrace un petit peu tout ce qu'on peut rencontrer en termes de vocabulaire au cours d'une journée dans un EHPAD ou en soins de médecine. Alors, la participation en binôme, en fait, elle était planning dépendant. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas choisi nous-mêmes les binômes, c'était en fonction des plannings des soignants, des professionnels. Et du coup, parfois, on se retrouvait avec des binômes qui étaient homogènes, donc aide-soignant, aide-soignant, infirmier, infirmier. Et parfois, on avait vraiment des binômes aussi hétérogènes. Par exemple, une cadre avec une officière, ce qui apportait finalement aussi d'autres stratégies et d'autres difficultés. Parce que du coup, le vocabulaire quotidien n'est pas le même. Donc, il fallait trouver des adaptations. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là, avec ces épreuves, en fait, on voulait proposer ces épreuves à nos collègues pour qu'ils soient confrontés à la fois aux difficultés que peut avoir le résident ou le patient par rapport à la compréhension de ce que nous lui disons, donc notre vocabulaire un petit peu spécifique. Et aussi, du coup, on voulait amener un petit peu déjà des stratégies que nous mettons déjà en œuvre, à savoir le dessin. Bon, parfois, souvent l'écriture, là, on ne l'a pas mis en œuvre, mais le dessin ou le mime, c'est vrai que c'est des choses qui sont déjà utilisées. Après, tout le monde n'est pas équipé de la même manière pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc, moi, je suis intervenue à la fin en fait, du défi, dans la partie débriefing. Donc, je recevais les participants après qu'ils aient joué en fait, aux épreuves. On a articulé le débriefing autour de trois points. Le premier point, c'était un questionnement autour de leur ressenti, comment ils avaient vécu la situation, est-ce que ça avait suscité de l'inconfort ou non.
Le deuxième point, c'était de les questionner autour de biais de communication qu'ils pouvaient repérer entre soignants et soignés. Et enfin, le troisième point, c'était une réflexion qu'on a souhaité mener avec eux autour des outils et des stratégies justement qu'ils avaient utilisées dans le jeu et qu'ils utilisaient aussi au quotidien avec les résidents ou les patients qu'on accueille. Donc, nous, on a repéré en fait plusieurs points de difficultés dont on aimerait vous faire part. Dans un premier temps, ce qu'on a repéré, c'est que le soignant ne vérifie pas toujours que le vocabulaire utilisé est bien compris du patient et du résident. Le point d'alerte qu'on voulait mettre en jeu vraiment dans un premier temps, c'était le fait qu'on utilise assez facilement notre jargon qui est plus ou moins technique. On donnait des exemples comme prendre une saturation, des choses comme ça, qui ne sont pas toujours expliquées aux résidents patients et donc du coup qui peut créer une incompréhension et qui altère de ce fait la communication. Donc ça, c'était un premier point d'alerte qu'on a voulu transmettre lors de ce défi. Ce qui contrebalance quand même aussi, c'est que de nombreux soignants nous ont témoigné que du fait d'un environnement justement plus ou moins médicalisé, il y a des résidents qui ont déjà qui ont intégré en fait ce vocabulaire qui est malgré tout un vocabulaire plutôt technique. Donc ce vocabulaire-là, voilà, pour certains, alors bien sûr pas pour tous, mais pour certains résidents patients, c'est un vocabulaire dont ils ont l'habitude, donc du coup qu'ils ont intégré. L'autre point sur lequel on souhaitait revenir aussi, c'est on a repéré qu'en termes d'adaptabilité, c'était pas toujours très efficient, c'est-à-dire que justement, comme disait ma collègue, il y avait certains binômes avec des catégories socio-professionnelles plutôt différents. Et ce qu'on a repéré, c'est que globalement, les participants souhaitaient passer ces mots-là et n'essayaient pas justement d'utiliser des stratégies en fait autres pour faire deviner un mot qui, selon eux, ne pouvait pas être compris par leur binôme. Donc voilà, l'adaptabilité n'était pas c'était plutôt des stratégies plutôt d'évitement que voilà, les stratégies de compensation n'étaient pas toujours effectives, en tout cas dans ce contexte de jeu. Et puis, le dernier point qu'on souhaitait évoquer avec vous sur ces difficultés, c'est justement sur ce débriefing, la réflexion qu'on a souhaité mener avec eux, c'était sur l'impact justement de l'altération de la communication sur le résident et sur le patient. Et de nombreuses réponses ont été données, mais les principales étaient que ça pouvait susciter de l'angoisse. Ça, c'était vraiment la première réponse qui a été amenée. Il y a une confrontation handicap, qu'il soit visuel, cognitif ou auditif. Donc, ça confronte davantage voilà, le patient résident à son handicap. Ça peut aussi susciter, et ça très régulièrement, de l'irritabilité, de la colère, de la frustration aussi. Et puis, en allant un petit peu plus loin, ça suscite aussi du fait de l'altération de la communication, un certain isolement, c'est-à-dire que le patient résident, on peut repérer ça aussi, qu'il désinvestit plus ou moins le monde qui l'entoure par des mouvements de retrait, et ça peut ensuite, en cascade, susciter des affects dépressifs, ou vraiment, voilà, avec un patient, un résident qui désinvestit totalement, du coup, le monde qui l'entoure par cette altération de la communication. Alors, par rapport aux stratégies, finalement, les stratégies sont assez bien repérées par les soignants, par les professionnels. Donc, ce qui a été cité, c'est l'environnement, avoir un environnement propice à la communication, donc calme, sans trop de stimulation extérieure. Entrer en relation par le toucher, par le regard, articuler, parler plus fort, reformuler pour être sûr que le message a bien été compris. L'utilisation de la communication non verbale a été citée avec le mime qui est nettement plus utilisé que le dessin en fait, ou accompagner le geste qu'on veut inciter finalement. Sinon, il y avait aussi l'utilisation d'un support de type ardoise, donc notamment pour l'écriture. Hein. Ça, c'est plus utilisé chez nous pour écrire. Et l'utilisation de pictogrammes.
Donc, on aimerait maintenant évoquer avec vous un peu les axes d'amélioration qu'on a notés, en fait, des réflexions qu'on a eues suite à ce défi-là. Le principal axe, vraiment ce qui nous est apparu, notamment après échange avec le personnel soignant, c'était en termes d'accessibilité aux outils qu'on vient de citer. Il y a justement une évolution et il y a à travailler autour de ça, c'est-à-dire que on a quelques outils, on a accès à certains outils, mais tout le monde n'a pas accès à ces outils-là. Quand on parle de pictogrammes, est-ce qu'on a des pictogrammes sur tout l'établissement? Nous, on a vraiment un gros établissement avec plusieurs services différents. Donc, il n'y a pas toujours accès à ces pictogrammes. Les ardoises, c'est la même chose. Donc, l'axe d'évolution et l'axe d'amélioration principal, c'est cette accessibilité-là. Développer peut-être de nouveaux outils aussi, mais voilà, l'accès semble assez fondamental justement pour pouvoir améliorer cette communication. Puis le second point aussi qui est apparu dans les échanges aussi avec les soignants, c'était une meilleure communication autour de résultats d'examens médicaux. Ça fait partie aussi de la communication justement au sein de nos établissements de santé. Et ce qu'on repère bien souvent, c'est que de nombreux résidents ou patients questionnent justement les résultats qui ne sont pas toujours donnés ou pas compris en tout cas. Ça dépend comment l'information est donnée, mais si on utilise encore une fois un jargon qui n'est pas compréhensible, donc ça altère d'autant plus la communication. Et puis pour finir, évidemment, ça a été cité à de nombreuses reprises quand on a échangé avec les soignants, c'est le contexte qui est connu par tous, le contexte sanitaire avec la crise du Covid. Et puis le fait que la distanciation sociale, le port du masque, ça altère d'autant plus évidemment la communication et que ça impacte d'autant plus notre pratique puisqu'on travaille avec des personnes avec des troubles cognitifs ou d'autres troubles qui, du coup, rendent difficile la communication. Et donc, dans ce contexte-là, ça a été quand même beaucoup cité par les soignants. La communication est un enjeu d'autant plus difficile à mettre en œuvre dans les établissements de santé dans lesquels on travaille. Voilà pour notre présentation, ce qu'on avait à vous dire sur ce défi-là. Merci. Et Eric, tu es dans l'établissement pour... Un petit mot parce qu'elles ont dit l'essentiel. Moi, simplement, en tant que représentant d'usagers, je me suis attaché à participer à toute la démarche, que ce soit dans la préparation et dans la réalisation. Un petit peu le rôle qu'on m'a attribué, qui m'a donné un intérêt important à la participation, c'est un petit peu le rôle du juge-arbitre, avec beaucoup d'humour, mais ce qu'il faut vraiment saluer, c'est la participation et l'implication de tous les personnels de l'établissement. Parce que tout le monde a joué le jeu, c'était pas toujours évident. On a parlé tout à l'heure de stratégie d'évitement. C'était souvent, on essayait de passer à côté, de trouver des stratégies autres que celles qu'on demandait de mettre en œuvre. Mais globalement, c'était très instructif et tout le monde a retiré, je pense, c'est ce qui vient de nous être présenté, des éléments importants et une prise de conscience aussi sur certains aspects de la communication avec les patients. Et ça, j'ai trouvé c'était extrêmement positif et en plus, on a passé un très bon moment puisqu'il y avait aussi des résidents qui sont passés nous voir et ça, c'était très bien. Merci. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien cette fois-ci. Oui, parfait. Merci beaucoup à tous les trois pour votre présentation. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Votre expérience a suscité pas mal de questions. On va prendre le temps de répondre à quelques-unes d'entre elles. On a Patricia qui demande combien de personnes ont participé à ce défi. Je réponds. Alors, on n'a plus les chiffres précis en tête. Il me semble que c'était entre 80 et 100 personnes qui ont dû participer. C'était un défi qu'on a réalisé sur 3 jours. Donc, c'était sur les journées, c'était des journées entières. Donc, il me semble que c'est entre 80 et 100 personnes. J'ai plus exactement le chiffre en tête. Question de Jennifer. Comment ont été constitués les binômes? Alors, donc, les binômes, ce n'est pas nous qui les avons constitués.
Finalement, c'est les cadres de santé qui, en fonction des plannings des professionnels, ont décidé, dispatcher les professionnels qui allaient participer. C'est pour ça qu'on avait parfois des binômes qui étaient homogènes et d'autres hétérogènes. C'était vraiment en fonction des plannings de chacun. D'accord. Fabienne qui nous demande combien de temps ça vous a pris de préparer tous ces ateliers finalement, parce que dans un seul défi, vous avez mis en place quand même 3 types d'ateliers, enfin trois modalités, on va dire. En termes de jeu, combien de temps ça vous a pris? Entre le temps de réunion, réflexion et le temps de préparation, les supports, on a aussi fait participer les résidents pour trouver les mots interdits. Donc, il y avait aussi des ateliers qui étaient organisés par rapport à ça. Finalement, ça a fait bien 2 bonnes journées de travail, de préparation. D'accord. J'en profite simplement pour répondre à la question de Madame Roblo-Fabienne, justement, par rapport à la participation des résidents. Donc, comme disait Julia, les résidents ont participé en amont et aussi pendant le défi, en fait, on faisait participer les résidents où on notait les scores parce que c'était donc 2 équipes de 2. Donc, les résidents en fait participaient de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ils étaient autant spectateurs, mais autant aussi actifs dans la participation du jeu en faisant, en notant les scores du jeu, en fait. C'est vrai que ça, c'était un des aspects importants qui avait été souhaité quand le jeu lui-même a été proposé. C'était vraiment ce travail entre résidents et professionnels. J'en profite pour répondre à Ghislaine qui nous demande comment s'appelle ce jeu et comment vous pouvez vous le procurer. Alors, c'est un défi qui s'appelle Communiquer, c'est gagner et qui fait partie d'un kit d'outils des Olympiades du soin. Donc, en fait, les Olympiades du soin, c'est un ensemble de différents défis. Il y en a 9 à ce jour. Et vous pouvez vous les procurer sur simple demande auprès de Calva. Vous nous contactez par mail ou par téléphone. Vous retrouverez nos coordonnées à la toute fin de la présentation. Et puis, on vous transmettra les défis que vous souhaitez. Et vous pourrez les mettre en œuvre soit dans le cadre d'un concours régional qui a lieu sur toute l'année 2022, soit en dehors du concours si vous le souhaitez mettre 1 ou 2 défis. Voilà, il n'y a pas d'obligation à participer au concours pour utiliser ce défi, même si on aimerait bien que vous participiez au concours, mais voilà, il n'y a pas d'obligation non plus. Et les outils qu'on propose, c'est adaptable. Hein, c'est ce qu'ont fait mesdames et messieurs. Vous avez adapté l'outil, vous en êtes saisi et c'est ce qu'on attend. On vous propose des guides, mais après, derrière, charge à chacun de l'adapter parce que chaque situation est différente. On va prendre quelques petites questions encore avant de passer à la présentation suivante. Qu'allez-vous modifier suite à ces tests, suite à la mise en œuvre de ces défis? Nous, notre principale volonté, c'est ce qu'on a essayé vraiment de présenter aujourd'hui, c'est que suite à ce défi-là, le point sur lequel on va travailler, c'est l'accessibilité aux outils et le fait de pouvoir justement, alors peut-être aussi développer de nouveaux outils, mais déjà, il y a des pictogrammes qui existent sur la structure et on aimerait justement que ce soit davantage utilisé et que justement, pour que ce soit davantage utilisé, que les soignants sachent qu'ils existent bien, qu'ils sachent de quelle façon s'en servir et surtout qu'il puisse y avoir accès. Après, ce qui est aussi envisagé, alors ce ne sera peut-être pas mis en œuvre tout de suite, mais c'est d'utiliser aussi cet outil-là pour la formation des nouveaux arrivants finalement, de les sensibiliser sur la communication et sur ce qui peut être mis en œuvre pour faciliter la communication. D'accord. Je me permets de rebondir justement par rapport à ça. C'est très bien que les nouveaux arrivants soient sensibilisés à ça, mais est-ce que vous avez prévu de refaire des petites sessions comme ça pour avoir des petites piqûres de rappel aussi en professionnel pour pas oublier et pour continuer à se dire ah oui, je dois bien me mettre à la place d'eux pour bien communiquer? Oui, déjà, on a les Olympiades du soin tous les ans, donc ça aide à faire ces piqûres de rappel. Donc, ouais, c'est important. On nous demande si les médecins ont participé à ces défis.
Ouais. Alors, tous les médecins n'ont pas pu se libérer pour participer à tous les défis, mais oui, on a eu des médecins aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la présentation suivante? Je vois que ça s'agite sur les claviers. Alors, on demande si la participation était sur la base du volontariat ou bien si c'était sur inscription obligatoire. C'était une inscription. Enfin, c'était vraiment voilà, un planning qui avait été réalisé en fonction voilà, des services. Et les participants étaient informés de ces Olympiades. Bon, voilà, il y avait une communication autour, mais ce n'était pas sur la base du volontariat, c'était une inscription sur des créneaux horaires prédéfinis. D'accord. Effectivement, il y a d'autres petits outils. On nous indique, Florence nous indique dans le chat, il y a des BD santé, effectivement, pour vous aider à créer des outils et des supports de communication. Bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation et le partage de votre expérience. Et puis, j'en profite voilà, pour vous dire bravo aussi, puisque le stage de 40 ans et le centre hospitalier de Nostrebert font partie des 3 gagnants du concours 2020-2021. Donc, on les en félicite encore une fois. On les remercie de partager leur expérience. Merci beaucoup. On vous propose maintenant de passer à la présentation suivante, donc, qui sera présentée par Hélène Poussier, qui est neuropsychologue et ambassadeur Calva sur la thématique relation avec les usagers. Donc, qui va nous présenter la mise en œuvre des cafés bienveillance au sein de Corian Côte-Normande. Bonjour à tous, j'ai un petit PowerPoint. J'ai préparé un petit diaporama très simple, le partage d'écran. Oui, merci. Voilà, donc je suis Hélène Houssin-Poussier, je suis neuropsychologue sur un SSR Corian Côte-Normande à If, donc dans le Calvados, juste à côté de Caen. Cet établissement compte 145 lits avec une majorité de patients sur une filière gériatrie, une filière plaies complexes, une filière polyvalente et une petite filière en addictologie en partenariat avec le service d'addictologie du CHU de Caen. Voilà, pour vous situer un petit peu où ça se trouve. Et donc, je travaille dans cet établissement depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et dans le cadre de mes activités en tant qu'ambassadeur avec Calva, j'organise et j'arrive à essayer un certain nombre de dispositifs au sein de l'établissement, qui est d'ailleurs ravi de pouvoir tester des nouveaux outils, et notamment qui a été l'un des premiers à tester les défis des Olympiades avant que le concours soit mis en place. Donc, nous aussi, tous les ans, nous avons les Olympiades. Et c'est vrai que c'est un dispositif assez fédérateur et qui permet certaines piqûres de rappel tous les ans. Je pense à ce que tu viens de dire, Célia, et c'est vrai que c'est important. Et le fait de pouvoir le proposer tous les ans, vous avez raison, à 40 ans, c'est très, très important. Moi, je vais prendre l'accès de la communication sous un autre angle, un petit peu plus sous l'angle promotion de la bientraitance et prévention des maltraitances. Puisqu'en fait, à l'origine, donc ce dispositif des cafés bienveillance, en fait, il existe depuis longtemps sur l'établissement et il a été mis en place sur le modèle de l'outil du guide FORAP-HAS, donc qui est paru en 2012. Et l'outil s'appelle la bientraitance en situation de vie, outil d'animation des équipes. Donc, nous avons repris cet outil pour en développer un accent similaire sur l'établissement que nous avons intitulé les cafés bienveillance. Donc, les cafés bienveillance sont des temps de réunion d'1 heure que l'on propose de manière trimestrielle, bien entendu avec café et viennoiserie. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les cafés bienveillance. C'est important et c'est vraiment très important, j'insiste là-dessus. La notion de convivialité et de partage dans ces moments est vraiment primordiale pour libérer la parole et donner envie aux gens de s'intéresser à un sujet qui n'est pas forcément toujours simple au quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et qui est également très apprécié
de tous les professionnels, c'est que dans ces moments-là, on prend aussi soin de nous en tant que professionnels de soins. C'est important. Je co-anime donc le Café Bienveillance avec William, qui est animateur sur l'établissement, qui propose un accent un peu plus ludique que ma vision à moi et qui me permet d'étoffer un petit peu les thématiques que l'on propose de manière un peu plus théâtrale. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Qui également, en tant qu'animateur, est présent d'une autre manière dans les services que moi et aussi peut entendre et peut alerter sur certains points parfois qu'il faudrait rediscuter au moment des cafés bienveillance par rapport à la vie du service de l'établissement en lui-même. Donc, on essaie aussi de se caler en temps réel sur le quotidien et la vie de l'établissement. Donc, on propose 2 horaires qui sont en général le jeudi matin. Donc, un horaire de 8h à 9h qui permet au personnel de soins de venir participer puisqu'il y a un temps de pause à ce moment-là. Et un deuxième horaire de 9h à 10h qui permet aux professionnels qui n'arrivent qu'à 9h de pouvoir également venir participer. Cette réunion est intégrée au temps de travail. Donc, même si c'est un temps de pause, elle est rémunérée pour les professionnels qui viennent. La participation à chaque café est totalement volontaire et ouverte à tous. Donc, on n'a pas forcément toujours les mêmes professionnels qui viennent. L'objectif de ces temps de rencontre, c'est vraiment de réfléchir sur des situations du quotidien. C'est d'identifier ensemble des situations et des comportements qui peuvent être à risque et d'identifier des changements de comportement à introduire de la part des professionnels dans la vie du service et aussi dans nos façons d'être et de fonctionner avec les patients que nous rencontrons, mais aussi entre nous en tant que soignants. L'idée étant bien sûr d'améliorer la qualité de nos communications à tous pour avoir un mieux-être de toutes les personnes qui gravitent dans l'établissement. Alors, l'historique de ces cafés bienveillance, nous avons démarré donc en 2014 sur le principe un peu d'une réunion d'analyse des pratiques. Le matériel qu'on utilise est assez varié. Je vous ai mis un exemple, les vignettes de Monique Zambon, que l'on peut retrouver sur le site papidoc.fr, qui sont disponibles et libres de droit dans ce contexte-là. Donc l'idée, c'est de repérer les éléments incorrects sur la vignette et de proposer une façon de faire qui soit plus correcte et plus respectueuse et du professionnel et de l'usager qui se trouve là sur la vignette. Donc c'est un exemple de matériel que l'on peut utiliser. On utilise aussi parfois les vidéos qui ont été réalisées par ABO. Donc, il en existe plusieurs sur différentes situations de vie. Donc, par exemple, le réveil le matin, le repas, la toilette ou le moment de l'habillage. Donc, ce sont des vidéos qui permettent d'aborder certaines situations de la vie quotidienne. Et d'autres documents, on utilise également des documents qui ont été édités par le groupe Corian lui-même et des vidéos qui ont aussi été réalisées par le groupe. Et parfois des mises en scène, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. On n'a pas forcément de documents de base et on crée avec William un espèce de jeu théâtral pour se mettre en scène nous, mais aussi les collègues qui viennent participer. Donc, par rapport à la participation des collègues, il est assez régulier depuis 2014. On a en moyenne une dizaine de personnes sur les horaires, ce qui est plutôt pas mal pour la taille de l'établissement. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc, les professionnels les plus présents sont, comme bien souvent, les professionnels paramédicaux. On retrouve quand même des professionnels administratifs, donc les secrétaires, notamment la secrétaire à l'accueil de l'établissement, participent régulièrement. Les professionnels de la restauration, les serveurs et les serveuses aussi viennent participer à ces temps d'échange, ce qui d'autant plus crée un partage d'expérience entre les professionnels paramédicaux administratifs et de restauration qui ont parfois peu l'occasion de se croiser et de pouvoir échanger. Donc ça crée aussi une émulation dans les équipes.
À la suite de ces différents cafés bienveillance donc, qui ont lieu depuis 2014, nous avons organisé une évaluation des pratiques professionnelles sur la bientraitance, toujours avec un outil du guide FORA PHAS de 2012 que l'on a adapté pour l'établissement. Donc cette EPP a donné des résultats très positifs par rapport aux pratiques des professionnels, mais ce qu'on retrouvait, c'était surtout des reproches. Enfin, je mets ça entre guillemets parce que c'est peut-être beaucoup dire reproches, mais des choses à améliorer sur le savoir-être des professionnels. Et c'était bien, enfin, comme moi je m'y attendais assez, toujours beaucoup autour de la communication, qui est vraiment le point, vous l'avez dit, 40 ans là tout à l'heure, pardon pour dire 40 ans parce que je me souviens plus de vos noms exacts et je voudrais pas les écorcher. C'est vraiment le point central dans le soin, c'est arriver à bien communiquer, autant entre collègues qu'avec les usagers du système. Et donc, ce que l'on a retrouvé sur cette EPP, c'est qu'on avait des efforts à faire en fait sur la communication de manière générale au sein de l'établissement. Donc, je vous ai mis 2 exemples de ce qui était ressorti. Donc, 24% des patients avaient l'impression que les professionnels n'employaient pas un ton adapté pour s'adresser à eux. Donc, ça reste large, mais ça nous donne quand même des indications sur on a largement et grandement à s'améliorer sur notre façon de parler avec les usagers. Et 42% des professionnels qui utilisent le « on » en parlant à un usager. Donc, ce qui n'est pas tout à fait correct en termes de communication non plus. Donc, à la suite de cette EPP, on a décidé avec William, là je dis « on » parce que là il a valeur de nous, donc il est correct, d'ajuster les thématiques abordées dans les cafés bienveillance autour de justement la communication et de proposer des axes de réflexion vraiment sur la communication pour répondre aux points à améliorer qui étaient ressortis sur cette EPP. Donc les thématiques par exemple que nous avons proposées, donc ce sont quelques exemples, ils ne sont pas exhaustifs. Donc avec William, nous nous mettons assez régulièrement en scène. Et la dernière en date, qui a beaucoup fait parler d'ailleurs dans tout l'établissement, même pour ceux qui ne sont pas venus, nous avons simulé une altercation tous les deux. Donc en fait, le café bienveillance a eu lieu comme d'habitude, et sauf qu'on s'est en fait engueulé avec mon binôme animateur William, et tous les participants ont cru que vraiment nous étions en train de nous disputer tous les deux. Ça a créé bien entendu un énorme malaise et diverses réactions de la part des collègues qui étaient très intéressantes. Donc bien sûr, tout ça c'était simulé. L'intérêt était de pouvoir faire réfléchir et discuter autour de nos modes de communication entre collègues dans les couloirs, dans les services, alors que nous pouvons être tout à fait entendus par l'ensemble des usagers qui sont également dans ces couloirs. Et que lorsque l'on ne se parle pas forcément très bien, ce qui malheureusement arrive très souvent, on peut engendrer, vous avez parlé 40 ans tout à l'heure d'angoisse, et effectivement, on peut engendrer et communiquer cette angoisse et cette anxiété aux usagers sans le vouloir, alors que la thématique ne nous concerne que nous-mêmes entre collègues. Donc voilà, donc les gens depuis font très attention à ce qu'ils se disent dans les couloirs. On a observé un changement de comportement de la part des collègues, c'était assez drôle, on nous en parle encore, donc cette simulation d'altercation a eu lieu il y a 6 mois quand même, on nous en parle encore et ils attendent maintenant sur les cafés bienveillance qu'est-ce qu'on va leur proposer en fait. Autre outil proposé que l'on utilise assez régulièrement, donc ce sont les bons mots. On propose des façons de dire, donc on se parle encore avec l'animateur et on propose à nos collègues de corriger en fait nos propos, nos paroles. Donc il y a quelque chose qui a été retenu dans l'établissement, je vous l'ai mis là, le « on est un con ». Voilà, de manière à insister sur le fait que utiliser le « on » est très rarement très rarement pertinent. Je vous le disais tout à l'heure, il n'est utilisable que lorsqu'il a valeur de nous, sinon il n'identifie personne. Donc celui-là a été retenu et les collègues font maintenant très attention à s'adresser aux gens d'une manière pertinente et adéquate. De faire réfléchir sur des paroles que l'on peut parfois entendre, j'ai pas le temps.
ça, les usagers n'ont pas à entendre ce genre de propos, ou le faites un effort, ou votre blouse est tachée, sale plutôt, il vaut mieux dire tachée. Donc ce genre de propos, en fait, de mots que l'on peut entendre dans le quotidien d'un service. Donc on propose de réfléchir à l'impact et les conséquences que ça peut avoir sur les usagers, mais aussi sur les collègues. Donc, on est encore sur un peu de l'analyse des pratiques avec des échanges d'expériences pour pouvoir améliorer en fait nos façons d'être avec soit les collègues, soit les usagers. Donc, nous avons également proposé des mises en scène sur la communication non violente. Donc, la communication non violente, qu'est-ce que c'est? C'est simplement reformuler des propos que l'on peut tenir. Donc, au lieu de dire vous avez une sale tête ce matin, même si on est entre collègues, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus objectif et de dire vous avez l'air fatigué. Ça a l'air tout bête, mais ça change tout en termes de bien-être et de convivialité entre tout le monde. Et lorsque l'on arrive à se parler un petit peu mieux entre nous, on le fait beaucoup mieux avec l'ensemble des usagers. Donc l'idée, c'est vraiment d'aborder et d'adapter une formulation beaucoup plus positive dans l'ensemble des propos que l'on peut tenir. Autre outil que l'on utilise parfois sur les cafés bienveillance, c'est un retour sur les commentaires que l'on peut voir dans les questionnaires de satisfaction, voire des lectures de lettres de réclamation que l'on peut avoir. Donc en fait, les représentants des usagers et la direction me communiquent parfois des réclamations et des retours d'usagers pour que l'on puisse l'aborder au moment de ces cafés bienveillance. Donc, en faisant toujours attention à ce que personne ne soit incriminé, bien entendu. Mais le fait d'avoir ce retour, même des usagers, nous permet aussi de nous dire que c'est pas que chez les autres, ça peut se produire aussi chez nous et que l'on a intérêt à rester vigilant en permanence. Voilà ce que l'on peut utiliser. Oui, et juste pour terminer cette présentation, je parlais de convivialité tout à l'heure et le fait de pouvoir être bienveillant envers nous-mêmes, améliorer notre communication pour pouvoir l'être avec le plus grand nombre et notamment avec l'ensemble des usagers. Nous avons proposé le sapin bienveillance à Noël, donc sur le type calendrier de l'Avent. Donc, nous avons créé collectivement au moment du café bienveillance avec les participants un calendrier de l'Avent de Noël où tous les jours sur le mois de décembre, il y a une action à réaliser par l'ensemble des professionnels qui a été décidée par les participants. Je vous en ai mis 2 exemplaires. Donc, par exemple, le 12 décembre, c'était fait un compliment à 3 personnes. Donc, bien entendu, pas uniquement des collègues. Les usagers sont aussi, participent aussi à ce calendrier de l'Avent ou faire rire 2 personnes. Et on s'aperçoit tout simplement que l'ambiance se modifie et que la communication aussi se modifie. Le fait d'introduire de la positivité de cette manière assez ludique fait profiter en fait à l'ensemble des personnes qui gravitent dans l'établissement. Voilà pour cet angle prévention maltraitance et promotion bientraitance par rapport à la communication. Si vous avez des questions, au contraire. Il y en a beaucoup de remarques en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Et oui, j'en viens d'en voir une. Bien sûr, je laisse le diaporama sans problème. Vous aurez accès de toute façon au replay à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez retrouver tout ce qui a été dit et tous les supports. Merci Hélène. J'en profite parce que tu as parlé justement des réclamations des usagers, où effectivement tous les usagers, patients, familles peuvent faire des réclamations aux établissements. Donc chaque hôpital et chaque clinique a une commission des usagers et c'est l'instance qui traite ces plaintes et réclamations, et qu'effectivement il ne faut pas le voir en mode punitif, mais bien pour améliorer les choses et pour éviter que ça se passe mal pour les suivants, on va dire. Donc voilà, je te remercie d'en avoir parlé parce qu'effectivement, dans nos participants, il y a des représentants d'usagers et eux-mêmes pourraient dire que dans bien des situations, bon nombre de plaintes ou réclamations pourraient être évitées avec une meilleure communication, parce que la commission des usagers peut proposer des médiations
Et c'est effectivement le manque de dialogue qui est la cause principale des plaintes et réclamations. Tout à fait. Effectivement, Célia, tu as raison. Ce que l'on observe aussi justement avec ce retour sur les plaintes et réclamations que l'on peut recevoir et que l'on utilise donc sur le café bienveillance, c'est que très, très, très souvent, le point de départ est ce qu'on appelle réellement un malentendu. Donc, il faut travailler sur la communication et comment on s'adresse aux gens et comment on leur explique. Et 40 ans, je suis désolée, hein, vraiment, je vous appelle 40 ans, c'est pas très, très bien. J'espère que vous m'en excuserez. Vous avez dit tout à l'heure, oui, qu'il faut faire attention, notamment comment est-ce qu'on présente les résultats d'examen. Oui, ça fait partie des points très importants que l'on doit absolument travailler, puisque bien souvent, c'est vraiment ça, c'est un malentendu qui est à l'origine d'un mécontentement. Donc, soyons vigilants à rester compréhensibles et accessibles aux gens qu'on accompagne au quotidien. Et oui, la commission des usagers travaille aussi avec William et moi sur l'animation des cafés bienveillance, mais n'y participe pas. C'est un choix que nous avons fait ensemble de manière à ne pas empêcher les professionnels de venir participer. En fait, la présence des représentants des usagers sur ce temps-là s'est avérée génératrice d'anxiété pour les professionnels se sentant jugés. Donc, pour l'instant, nos représentants des usagers ne participent pas avec nous sur le temps du café bienveillance, mais ils participent à l'organisation des thématiques et je participe aussi à la commission des usagers, donc ils sont force de proposition, ils ont un retour sur les cafés bienveillance en permanence et il n'y a pas que les cafés bienveillance qui nous permettent de travailler sur la communication, mais ils sont force de proposition avec nous sur l'ensemble de ce que l'on peut développer pour améliorer le mieux-être et le bien-être de l'ensemble des usagers. Mais oui, la collaboration avec les représentants des usagers est vraiment quelque chose d'important qui nous permet d'avancer et sur des choses parfois qui sont simples à mettre en place, mais auxquelles nous, on n'a pas pensé sur le moment. Donc, c'est bien. Il nous rappelle aussi de temps en temps, on est là et on a des choses très, très intéressantes et qui peuvent vous faciliter aussi à vous la vie. Donc, oui, la communication est très importante et les représentants des usagers sont vraiment force de proposition et très aidants pour nous en tant que professionnels sur ces thématiques-là. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions. Il y avait une question sur le terme que tu as utilisé au tout début. Oui. Que je la retrouve. Voilà, de définir la bientraitance en situation de vie. Alors, ce terme ne vient pas du tout de moi. C'est en fait le nom de l'outil d'origine qui est paru dans le guide Fora Pachez de 2012. C'est un des outils du guide qui s'appelle animation d'équipe, bientraitance en situation quotidienne. L'idée de cet outil du guide, c'était de proposer en fait une situation qui peut être vécue au quotidien dans un établissement quel qu'il soit et de réfléchir ensemble en équipe autour de cette situation. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé… je relatais en fait l'outil que nous avons utilisé en exemple pour pouvoir développer cette démarche-là. Donc, c'est en fait améliorer nos comportements et nos attitudes, avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe et améliorer la communication dans le quotidien. On n'est pas sur du technique, en fait. C'est vraiment comment être bien traitant, mieux traiter les gens au quotidien. Voilà pour cette terminologie. Effectivement, une expérience qui permet de reposer les bases, vraiment les bases de la communication et de l'interaction professionnel-soignant. C'est la base, comme tu le disais, et ça passe par ça. Si la communication est réussie, le reste de la prise en charge est largement favorisé également. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Hélène ? Il y avait aussi une question sur savoir si les thématiques venaient uniquement de ton binôme avec William ou si elles étaient proposées par les participants. C'est une excellente question. Effectivement, alors au démarrage en 2014, quand on a commencé les thématiques, nous les avons travaillées avec William ensemble.
Mais depuis, le café bienveillance, en fait, a été vraiment adopté, j'ai envie de dire, par les collègues, qui de temps en temps, en fait, proposent certaines thématiques parce qu'ils ont envie d'aborder certains points. D'autres sont proposés par les représentants des usagers de l'établissement et parfois même par les usagers eux-mêmes, qui savent pour certains qu'il existe ce café bienveillance, puisque nous le réalisons dans une salle de réunion qui se trouve au centre en fait d'un secteur de soins, et que la porte de la salle de réunion reste ouverte pendant le café bienveillance. Donc parfois certains patients viennent s'installer aussi avec nous. Voilà, donc il est arrivé que des usagers nous proposent, des patients même de l'établissement nous proposent des sujets à aborder. Oui, oui, c'est vrai, et c'est important, c'est important. Quelle est la profession de William, justement? Ah, alors William, il est animateur. L'après-midi, il propose des temps de convivialité pour l'ensemble des patients de l'établissement, en fait. Donc, il se met à disposition, il propose des activités diverses et variées qui vont du jeu jusqu'à de la lecture, jusqu'à faire venir parfois un poète. Donc tous les après-midi, il est là pour l'ensemble des usagers, et le matin, il fait du brancardage en fait pour aider les patients à se rendre aux divers ateliers de soins qu'ils ont sur la matinée notamment. Voilà. J'espère que j'ai... Merci. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour pour les questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent aussi par la suite, n'hésitez pas à les mettre. Je viens juste d'en voir une passer pour les vignettes dont je parlais au début. Ce sont les vignettes de Monique Zambon, Z-A-M-B-O-N, que l'on peut retrouver sur le site papidoc.fr. On vous mettra le... Voilà. Papidoc, c'est P-A-P-I-doc.fr. Voilà, vous retrouvez dans le chat le site et le nom de la personne qui a créé ces vignettes. Il y en a une quarantaine et c'est vraiment un outil très sympa pour démarrer. On a une question de Nadine. Alors, est-ce que c'est une thématique qui a été abordée lors des cafés bienveillance? Quelle attitude à adopter lorsqu'une résidente se met en colère? Est-ce que ça a déjà été abordé? Oui, bien sûr, ça a été abordé. C'est un sujet qui peut être récurrent. N'importe qui peut se mettre en colère. Et l'important pour nous, dans ces moments-là, c'est vraiment aussi que chaque professionnel prenne conscience que nous sommes des professionnels et que nous devons de réfléchir avant de répondre, et que les gens ont le droit d'être en colère, et que la première chose, c'est d'abord d'écouter et d'essayer de comprendre pourquoi les gens sont en colère. Voilà, on n'a pas forcément de réponse à apporter sur le moment, mais à partir du moment où on a compris pourquoi les gens sont en colère et que l'on l'a entendu, bien souvent, le ton descend, et une fois que les gens se sentent entendus, compris, et que même si on n'a pas la réponse tout de suite, on va en tout cas transmettre, poser la question ou chercher l'information là où elle peut être, ça améliore les relations. Mais oui, la première chose, c'est en tant que professionnel, notre attitude doit être de ne surtout pas faire monter l'agressivité par notre propre agressivité. Hein, c'est la gestion de conflit. Donc oui, c'est aussi parfois abordé sur les cafés bienveillance. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, un grand merci à toi, Hélène, pour avoir présenté ce café bienveillance qui, je pense, va être décliné dans certaines structures. Allez-y, il n'y a aucun copyright, et au contraire. Et même si quelqu'un le souhaite, vous pouvez tout à fait me contacter sur Corian, Côte-Normande, ou par mail, si vous voulez des sujets à aborder, des thématiques de départ pour vous aider à démarrer et à organiser. Bien au contraire, je vous transmets tout ce que je peux pour que ce soit le plus facilement mis en place. Alors effectivement, l'initiative a déjà été impulsée. Jennifer nous dit qu'elle a impulsé un café convivialité, et qu'au lieu de proposer du café, elle propose du jus de fruits. Voilà, effectivement, c'est une petite variante, pourquoi pas, effectivement.
ça reste convivial. Oui, certaines personnes ne boivent pas de café, donc on peut proposer aussi du thé, effectivement, du lait ou des jus de fruits qui peuvent être… Oui, je vais vous piquer l'idée des jus de fruits, j'y avais pas pensé, je vous remercie. J'avais juste pensé au thé et au café. Bien, je vous propose qu'on passe à la troisième intervention. Donc, on va accueillir Christophe Cordonnier, qui est ingénieur qualité gestion des risques, et Jean-Louis Moll, représentant des usagers, donc au centre hospitalier de l'Austrebert, qui vont nous présenter la façon dont ils ont mis en œuvre le défi Communiquer, c'est gagner. Voilà, comment ils l'ont mis en œuvre, comment ça a été ressenti. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Au niveau du son, est-ce que vous nous entendez bien pour commencer? Très bien. Bon, bah parfait. Donc, vous nous avez présenté, donc je ne vais pas le refaire. Ça va être compliqué de passer derrière 40 ans et Corian, puisque il y a beaucoup de choses qui ont été dites très intéressantes. Et finalement, vous allez voir dans notre présentation, on a fait beaucoup de choses similaires à Barentin. Donc, très rapidement, le CH de l'Austrebert, donc situé à Barentin, c'est un établissement qui est multisite où on a du sanitaire et du médico-social. Donc, le SSR et l'USLD sur le sanitaire, et puis un volet EHPAD avec quasiment 200 lits. Donc effectivement, à notre niveau, on a essayé de mettre en place le défi Communiquer, c'est gagner dans le cadre de la semaine sécurité des patients. Donc on a fait ça en fin d'année dernière. Puisqu'on est multisite, on a fait ça sur nos 3 sites, donc sur l'USLD, sur le site principal, et sur un EHPAD qui est sur Pavilly, donc à 3 km du site principal. Donc c'était 3 jours, 3 défis. Donc sur 3 jours, on a les mêmes thématiques ont été faites sur les 3 jours. On a fait ça de 13h à 15h, qui sont généralement les horaires qui peuvent convenir à la fois aux visiteurs et aux soignants, malgré le contexte sanitaire qui était compliqué. Bon, donc le défi il a été mis en place en partenariat donc avec nos résidents sur la création des cartes de jeu. Donc voilà, le défi, comme l'a dit 40 ans, en fait, c'est le principe du jeu du tabou. Donc voilà, je vais pas redire ce qui a déjà été dit. La particularité, donc nous on voulait vraiment que les résidents participent, donc c'est eux qui nous ont proposé les mots à faire deviner, ainsi que les mots qui n'étaient pas à dire. Donc on était vraiment sur des mots un peu de la vie quotidienne en EHPAD, du style la cafétéria, le coiffeur, mais aussi l'isolement qui revenait, ce genre de mots. On avait à peu près une dizaine de mots à faire deviner, et donc des mots interdits. C'est pareil, on a réalisé le défi en binôme. Donc c'était pareil, encore une fois, que 40 ans, des binômes où c'était souvent AS-AS, cadre de santé avec cadre de santé, visiteur avec visiteur. Donc le binôme, il y en avait un qui était effectivement avec un casque et des boules caisses pour simuler la surdité, et un autre qui avait des lunettes simulant des problèmes visuels. Et puis effectivement, c'est vrai que le jeu était très ludique, puisque à la fois, on se rendait compte que la communication avec un handicap, effectivement, il fallait adapter sa façon d'échanger, et ça passait beaucoup par la gestuelle, comme ça a été dit précédemment également. Les spectateurs qui étaient autour, donc que ce soit les autres soignants ou les visiteurs, et puis nos résidents, ont apprécié effectivement de voir que la communication, c'est pas inné, et que les outils, il y a vraiment un réel besoin d'adapter nos outils et la façon de faire pour se faire comprendre. Donc sur les 3 jours, on a eu à peu près 30 participants. Voilà, donc participants, que ce soit des résidents, des professionnels, des visiteurs. On avait fait un petit peu d'affichage en lien avec ce défi, donc sur les manières et l'art de communiquer, avec des citations un peu phares, et puis les 9 raisons de mieux se faire comprendre, parce qu'effectivement, ce qui a été dit aussi peut-être, c'est que déjà, effectivement, on adapte son dialogue, mais ce qui est souvent le cas, c'est que la personne en face n'ose pas toujours, voire n'ose pas du tout dire qu'elle n'a pas compris ce qu'on lui expliquait. Donc, effectivement, avec nos termes, mais notre jargon médical, ou même tout simplement avec un jargon très simple, si la personne est malentendante et qu'elle n'ose pas le dire, on est sûr qu'on n'est pas compris. Donc, ça va pour les traitements de sortie, médicamenteux, etc. Ça va pour tout un tas de sujets au quotidien. Donc, voilà. Sur ce défi, ce qui a été principalement dit des professionnels au cours du briefing suite au défi, donc voilà, à chaud, c'est qu'il faut vraiment adapter nos outils, qu'on n'a pas toujours les bons outils et les bons moyens
Donc ça passe par de la formation. On a parlé aussi des ardoises. Donc il y a un travail à faire avec nos ergots qui est déjà fait hein, sur justement ces outils. Ce qui était intéressant effectivement au niveau des visiteurs, on avait une dame tout de suite qui a dit moi ma maman, le premier réflexe était de prendre l'ardoise et de dialoguer avec elle, l'ardoise Velleda. Finalement, les idées viennent aussi de l'extérieur, donc c'est important justement d'avoir ces moments d'échange avec les visiteurs, nos représentants d'usagers et puis tout ce qu'on disait tout à l'heure, les questionnaires de satisfaction, etc., pour avoir des pistes d'amélioration. Donc ça, on le prend bien en compte. Voilà. Après, en parallèle, ce qu'on a fait aussi, qui était intéressant, puisqu'on voulait vraiment améliorer notre politique de communication en interne et en externe, donc on leur a fait un petit document. Voilà, c'est ce qu'on voit en photo. Améliorer notre communication, c'était un petit système de post-it où les personnes notaient sur un post-it les idées d'amélioration, que ce soit en interne pour les soignants ou en externe pour les visiteurs. Bon, après, sans surprise, c'est toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent. Le site internet qui est important et notamment qui est toujours à mettre à jour sur des structures comme les nôtres. On n'a pas toujours les ressources pour avoir des super sites internet. Donc malheureusement, et effectivement, c'est important. Donc maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. Mais le site internet est vraiment une priorité qu'il faut travailler. Toujours sur la communication externe, c'est vrai que de mettre des panneaux dans les halls, ça c'était les propositions des familles sur les animations, les choses qui se font au sein de l'établissement. C'est des choses qui peuvent être faites rapidement, mais qui sont sûrement déjà faites dans beaucoup d'établissements. Hein. Mais nous, c'est des choses qu'on a notées ou des écrans dans les halls qui diffusent tout ce qui peut être fait en termes de communication au sein de l'établissement. Donc nous, on fait une lettre aussi en interne à destination, c'est ce que vous voyez derrière, la lettre du CHA où tous les mois on fait de la communication et on a des sujets RH, on a des sujets sur la vie d'établissement, ce que font les résidents, les animateurs aussi qu'il faut mettre en avant. Tous les sujets de communication forcément vont dans cette lettre. Donc ça fait partie des pistes d'amélioration. Au niveau des agents dans les services, ce qui se fait beaucoup au CHU et qu'on leur a appliqué le CHU de Rouen, c'est les stand-up meetings. Ça marche très bien, notamment pour des préparations de certification. Donc pendant 15 minutes, toutes les semaines, un stand-up meeting dans le service. Et c'est vraiment l'occasion aussi de parler de sujets phares, encore une fois, de communication, sur des sujets de bientraitance. Bon, voilà, c'est des choses qui vont de sens. La question du tutoiement, par exemple, en USLD, hein, c'est des choses qu'on peut avoir puisqu'on est sur des personnes qui sont là sur un certain temps. Donc attention au tutoiement, comme en EHPAD, c'est des sujets qui peuvent revenir rapidement sur le tapis. Ce qu'on fait aussi et ce qu'on aime bien, puisque voilà, le défi communiquer c'est gagné, on était vraiment sur le jeu et moi je suis vraiment pro apprentissage et formation par le jeu. C'est pour ça qu'on avait mis en place en 2019 et ça nous avait eu un prix, c'était le management de la qualité par le jeu, où là voilà, les soignants ont l'occasion de se mettre autour d'une table et de se former à la qualité, donc sur des questions sur les droits des patients, sur le médicament, etc. Et à la fois, on se rend compte que ça crée vraiment une cohésion d'équipe, parce qu'on a des fois des équipes qui ne se connaissent pas. Donc, les gens apprennent à s'écouter, à échanger, à avoir les avis des uns des autres. Et ça, c'est hyper important parce qu'après, ça se répercute sur le service et on a des bons retours. Donc, ça, on poursuit les formations par le jeu. Et effectivement, on a aussi pour idée, alors, il y a les semaines sécurité des patients, mais il faudra essayer de trouver d'autres temps, de pas toujours attendre ces semaines, ces événements pour faire des choses. Et de faire peut-être 1, 2, 3 fois dans l'année des petits défis comme ça dans le hall ou directement aller dans les services, proposer des petits moments de jeu avec effectivement le défi communiquer c'est gagner, d'autres types de jeux. Là, je pense que ce serait intéressant de développer ça plus en profondeur, au même titre que les cafés bientraitance. Donc nous, à notre niveau, voilà, on a un groupe bientraitance. C'est un groupe qui est ouvert à tous les professionnels. Donc on envoie une invitation dans tous les services, on fait des rappels, on fait de l'affichage dans les services. Et qui veut vient à ce groupe bientraitance. Et l'idée de ce groupe bientraitance, c'est vraiment d'échanger des sujets du quotidien, justement, sur cette thématique-là. Et dans un second temps, de produire des travaux aussi, donc des outils. Est-ce qu'il y a besoin de guides complémentaires, de faire une charte bientraitance? Voilà, ce sera des choses à proposer et à décliner avec les équipes. Mais on fait ça au niveau de Barentin. Excusez-moi, j'essaye de trouver des sujets qui n'ont pas déjà été dits par les intervenants d'avant. Voilà. Après, effectivement, au niveau de ce défi, on a souhaité aussi impliquer nos représentants d'usagers, puisque c'est vraiment, je parle comme le qualiticien, mais avec la nouvelle certification, les représentants d'usagers sont plus encore au cœur du sujet
Et c'est important, hein, on parlait des questionnaires de satisfaction, on parlait des plaintes et réclamations, c'est des sujets qu'on traite beaucoup en commission des usagers, mais finalement qui n'arrivent pas toujours au niveau des équipes. Donc ça passe par l'affichage, mais encore une fois, moi je pense qu'au niveau des stand-up meetings, qui sont des réunions très courtes, on peut très facilement faire de retour aux équipes sur les résultats des indicateurs qualité, type satisfaction de nos patients résidents, type plainte et réclamation, et puis qu'est-ce qu'on met en place pour améliorer les choses. Voilà. Et puis, comme je suis accompagné de Monsieur Moll, je vais le laisser un petit peu parler sur la question représentant l'usager. Donc, finalement, sur ces 3 jours, on avait le défi Coniquer c'est gagné, et puis aussi un stand spécifique avec notre représentant d'usager qui était là aussi pour échanger sur ses rôles et missions. Merci à tous et bonjour. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de travailler avec Barentin, avec M. Cordonnier, avec lequel nous avons une collaboration extraordinaire, qui n'est pas donnée dans tous les établissements où je suis. Personnellement, je suis dans 4 établissements. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est celui qui, pour moi, est le plus représentatif. Et dans le fond, disons qu'il a été remercié par les prix. Donc, au niveau des représentants des usagers, je voudrais vous dire que on a un rôle aussi important, puisque de plus en plus important au fil des années, et notamment, on est mal connu aussi bien des patients que du personnel. Donc, il y a eu un travail qui a été fait par France Association Santé, qui est un flyer qui est distribué soit aux patients, soit au personnel. Et personnellement, moi, dans tous les établissements où je suis, donc notamment dans les les conseils d'administration, les conseils de surveillance, j'ai fait un exposé sur les représentants des usagers et j'ai demandé qu'également ces informations soient transmises. Et il y a eu un écho de retour puisque à Barentin et à Yvetot, ils m'ont demandé des documents pour mettre dans les livrets d'accueil et également certains pour transmettre au personnel. Au cours des journées qui ont eu lieu, les 3 journées, j'ai participé à 2 seulement parce que la 3e, j'étais occupé. J'ai rencontré du personnel, j'ai rencontré les membres des familles et ça a été très important ces échanges, même s'ils n'y ont pas été nombreux, mais ils ont été chaleureux, fructueux et importants. Il y a tout un travail qui a été fait ici, que j'apprécie énormément et chaque fois qu'il m'est l'occasion de le faire, je le cite parce que j'ai par habitude toujours, je suis plus ou moins aimé, mais enfin c'est pas mon problème. J'ai par habitude de dire ce que je pense et quand il y a quelque chose qui est positif, j'en fais la promotion et quand c'est négatif, j'en parle également parce que je n'aime pas qu'on cache les choses. Il faut essayer de prendre conscience des solutions et de bien essayer de trouver des solutions. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du site internet, Barentin comme les autres, et Christophe l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose à faire parce que les représentants des usagers n'ont comment. Ils sont pas connus, on ne sait pas qu'ils existent. On a la chance quand même ici d'avoir un présentoir qui est le bonhomme du temps du 6, mais qui est toujours utilisé, avec des documentations qui sont les flyers qui sont sortis dernièrement, et également je mets une information en ce qui concerne ALMA, Allo Maltraitance, personnes âgées, personnes en situation de handicap, pour informer du 3977, le numéro pour lequel on peut faire appel quand il y a des situations, et maintenant, on en a énormément. Il y a un autre élément important, c'est le livret d'accueil qui est en train d'être fait à Barentin, comme par ailleurs, parce qu'ils étaient un petit peu assez anciens, très chargés et pratiquement illisibles, parce que ce qu'il faut, c'est que les informations soient percutantes. Si c'est pour faire du blabla, ça n'a aucun intérêt. Si je me permets, ce qui a été évoqué aussi à la dernière commission des âgés, on n'en a pas parlé, c'est le facile à lire et à comprendre. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans beaucoup d'établissements. Nous, on est encore un petit peu en retard. Effectivement, sur les prochains livrets d'accueil, le facile à lire et à comprendre, ce sera quelque chose qui sera intégré automatiquement, puisque, encore une fois, les livrets d'accueil, on veut y mettre tout et n'importe quoi et on finit avec des choses qui sont illisibles. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Effectivement, on nous demande beaucoup de choses sur l'information du droit du patient, mais il ne faut pas non plus que ce soit noyé et que finalement, le livret d'accueil ait l'effet inverse que sur un document qui reste dans le chevet. Absolument. Alors, il y a aussi un élément important, c'est les enquêtes de satisfaction.
Alors, les enquêtes de satisfaction, elles sont des fois plus ou moins lisibles ou compréhensibles par certains publics. Et là, on a demandé chaque fois qu'il était possible d'essayer d'être clair, et vous avez évoqué également en cours d'entretien tout à l'heure ces situations. Mais ces enquêtes de situation, ce qui est important derrière, c'est de savoir déjà le taux de retour pour savoir un petit peu, parce que si c'est un taux de retour qui n'est pas représentatif, c'est de se poser la question pour quelles raisons on a si peu de retour. Dans le cas où nous avons beaucoup de retours, ce qui est important, c'est l'exploitation et derrière le suivi, parce que c'est pas le tout de prendre des décisions. Il faut savoir si elles sont mises en application. Donc, à la commission des usagers, on essaye de tenir des suivis des situations. Également, il y a tous les éléments. Monsieur Cordonnier signale également que tous les éléments indésirables légers et qui sont signalés par justement l'ensemble du personnel, où ça a extrêmement évolué parce qu'ils se sont rendus compte que ces situations, elles pouvaient être signalées, que ce n'était pas, il n'y avait pas de retour contre eux. Au contraire, ça pouvait être que bénéfique. Cette communication est extrêmement importante entre le personnel, la direction, bien sûr, et puis le représentant des usagers. Et c'est pour ça que, de plus en plus, nous essayons de rentrer en contact également par les permanences. Nous faisons des permanences avec des calendriers de façon à pouvoir rencontrer, bien sûr, les personnes à des moments, les familles, quand c'est l'occasion, quand il y a des établissements notamment où il y a un EHPAD, où on rencontre ces gens, et on peut échanger ensuite avec le personnel qui passe nous voir. Il faut créer un climat de confiance sur lequel on puisse s'exprimer très facilement, et le seul but, c'est de devenir plus efficace. Ensuite, il y a, si vous voulez, pour moi, la certification qui va avoir lieu dans nos établissements. Ces derniers jours, les représentants des usagers vont être auditionnés. Il est prévu des périodes assez longues, puisque j'ai reçu ce matin le calendrier d'IFTO, où il est prévu 1h30 pour les représentants des usagers. Donc, c'est une période extrêmement importante. On a largement le temps d'exploiter, d'exprimer tout ce qu'on a, bien sûr, en ayant soin de préparer auparavant son information. Le rapport de certification, c'est important également de le faire connaître et de le faire connaître au public. Et justement, par le biais du site Internet, on n'a pas toujours ces informations. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne vont pas sur Internet, hein, mais c'est quand même des outils qu'il faut utiliser au maximum. Donc, ce que je vais terminer par là, en disant que le représentant des usagers a un rôle très important, qu'il doit s'investir et qu'il doit collaborer et qu'il soit également admis et intégré à l'équipe. Et c'est ce qui est le cas ici, aujourd'hui, et je tiens à remercier la direction et le personnel, ainsi que Christophe Cordonnier, de toute la collaboration que nous avons ensemble et qui est très efficace. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment très intéressant d'écouter votre binôme. On a quelques questions justement pour vous deux. Une interrogation sur le stand-up meeting. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est, comment ça se déroule? Oui, encore une fois, on n'a rien inventé, les stand-up meetings, donc c'est quelque chose qui nous est venu du CHU de Rouen. C'est vraiment une courte réunion, c'est de façon descendante, donc c'est vraiment purement de l'information descendante. Donc généralement, c'est un tableau blanc qui est préparé par le cadre en amont, avec des thématiques un petit peu phares, l'organisation du service, la qualité, les nouveaux documents. Voilà, pendant un quart d'heure, le cadre donne de l'information à ses équipes sur vraiment la vie du service. Et puis là, effectivement, dans le cadre de la certification, ce qu'on fait, c'est que on fait venir des intervenants. Donc, soit ça peut être moi, le responsable qualité, qui va présenter justement les retours des enquêtes de satisfaction, soit ça va être une personne des groupes du correspondant en hygiène, donc nos référents en hygiène qui vont rappeler des règles d'hygiène, des thématiques toujours un peu orientées sur la qualité ou autre. Et voilà. Et l'intérêt, c'est vraiment que à la fois de l'information descendante. On fait aussi, puisque c'est de plus en plus compliqué, je pense, dans tout l'établissement, de former les professionnels, parce que on parle beaucoup des formations en interne, où on essaye toujours d'avoir des formations un peu collégiales sur une matinée, avoir 10 soignants. Non, ça c'est plus possible de nos jours. Donc on s'adapte et finalement, les stand-up meetings, même si c'est 15 minutes,
Bon, souvent, ça glisse sur 20-30 minutes, mais à minima, déjà en 15 minutes, on peut dire beaucoup de choses. Et puis, de toute façon, je pense qu'après, on décroche. Donc là, l'avantage, c'est que pendant 15 minutes, on est debout. Donc, on est attentif. On a le tableau et on a un sujet ou deux. On ne va pas dans tous les sens. Et on donne de l'information toutes les semaines. Voilà. Une nouvelle procédure, de l'information, un retour sur un groupe de travail qui a été fait. Ben voilà, retour, on y va. Et on est principalement, et ça c'est important, que sur l'information descendante. Donc à côté de ça, effectivement, ça n'exclut pas les transmissions à côté et tous les autres types de réunions, mais là on est vraiment sur 15 minutes de temps descendant pour donner de l'information, uniquement de l'information. Et c'est très demandé par les équipes. Quand le cadre est en congé ou absent, ben, les équipes demandent à ce que quelqu'un intervienne pour faire le stand-up meeting. Voilà, c'est quelque chose maintenant qui est ancré, qui se fait toutes les semaines. Voire des fois, là, encore une fois, dans le cadre de la certification, on peut arriver à faire 2-3 stand-up meetings dans la semaine parce qu'effectivement, c'est pas toujours les mêmes équipes qu'on va viser. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui est très demandé, qui est facilement réalisable par l'encadrement. Merci beaucoup, Christophe. On a une deuxième question, c'est le management de la qualité par le jeu qui a beaucoup intéressé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bah, alors, le management qualité par le jeu, donc en fait, c'est un plateau de jeu qui a été fait sur un bout de lino, sur lesquels donc, on reprend les grandes thématiques de la qualité, à savoir le droit des patients, le circuit médicaments, le risque infectieux, etc. Donc voilà, on était vraiment en gros sur les thématiques de la version 2014 de l'assertif. Et finalement, ce qui est bien, c'est que ce plateau de jeu, il évolue en fonction des nouvelles réglementations. Et puis effectivement, avec le nouveau manuel et la veille réglementaire qu'on peut faire, bah, finalement, je mets à jour, soit moi, soit les pilotes de processus, ces cartes de jeu avec des nouvelles questions. Et ça permet toujours de réviser. On fait ça à peu près sur 1 heure à raison de 9 agents. Donc, on fait 3 équipes de 3, ça fonctionne très bien. On brasse les équipes, donc on a des infirmières, des aides-soignantes, on peut avoir des cadres, voilà. Et puis du médico-technique également, hein, PUI, etc. Et voilà, il se pose des questions. Donc c'est un jeu de société, un peu comme le jeu de loi. Et s'ils répondent bien, ils continuent de jouer. S'ils répondent mal, ils passent la main. Et vraiment, on est sur de la formation pure où les gens s'écoutent. Il y a une réflexion pour répondre à la question. Et puis, même si la réponse donnée est bonne, on a toujours une petite note explicative pour rappeler les bonnes pratiques. Voilà. C'était vraiment de trouver une solution pour faire de la formation rapide, 45 minutes, 1 heure, de façon conviviale, collégiale, qu'on rassemble tout le monde en un temps réduit. Et puis voilà, ça plaît bien. Et là, on relance ça. Et puis, on essaye de faire ça 1 fois par mois, voire plus quand on peut. Et c'est quelque chose qui est très apprécié. Et donc si on revient sur le stand-up meeting, est-ce que vous l'avez fait avec les équipes de nuit également? Bonne question. Ça, je ne saurais pas vous répondre. Je pense que non. Je ne veux pas m'avancer. Mais ce sera effectivement une piste d'amélioration, puisqu'en plus, effectivement, M. Moll parlait de planning de certification. Les experts demandent beaucoup à rencontrer les équipes de nuit. C'est le cas pour nous aussi. Donc, ce sera une question à développer. Je vous répondrai ultérieurement si possible, mais je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Je vais pas m'avancer. Mais je vais me le noter en point d'amélioration d'inclure les équipes de nuit sur des stand-up meetings, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Même de façon plus générale, parce qu'on a passé les 3 interventions. Donc, si vous avez des questions plus générales ou des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser tout à l'heure, voilà, cet espace est à vous. Après, juste pour répondre sur la question des stand-up meetings, ça reste un tableau blanc avec de l'information aussi inscrite sur ce tableau. Donc, à minima, pour les équipes de nuit, elles peuvent consulter sur la semaine les informations qui sont inscrites sur ce tableau. Donc, voilà, il y a à la fois l'information du cadre et puis ça peut être aussi un affichage sur une procédure qui a été. Il faut aussi leur demander qu'ils prennent l'habitude, parce que c'est pas le tout d'avoir des outils ou une caisse à outils, il faut savoir qu'ils sont là et qu'on peut s'en servir à quel moment. Il faut les amener à prendre des habitudes de consulter le tableau. Si elles le font, tant mieux. Si elles le font pas, c'est l'occasion de les motiver.
Bon, puis effectivement, ce qui est intéressant avec la question de Madame Cotel, c'est que on met des outils en place, mais on est toujours persuadé de la pertinence des outils qu'on peut mettre en place, mais il y a aussi les limites. Et effectivement, là, vous le soulevez, les équipes de nuit, bah, les pauvres, les oubliés, est-ce que le stand-up meeting est adapté aux équipes de nuit? Bah, ce serait une question à se poser. Je voudrais juste rebondir par rapport à l'intervention qui vient d'être faite, mais ça montre bien encore une fois ce que vous avez parlé du site internet, des documents faciles à lire et à comprendre, et que encore une fois, pour bien travailler, c'est professionnel, représentants d'usagers, usagers, et faire le lien entre tout ça pour que tout se passe bien et améliorer la prise en charge. Ouais. Non, tout à fait. Et puis effectivement, encore une fois, sur la question des questionnaires de satisfaction, par exemple, on a beaucoup de retours des soignants qui nous disent, ah bah pour le questionnaire, ce serait bien d'intégrer telle et telle chose parce que ça a été oublié. Bah oui, effectivement, ça a été oublié, on va le revoir. Mais c'est pas forcément non plus des choses qu'on avait l'habitude de travailler avec nos représentants d'usagers ou même les visiteurs. Donc c'est toujours des choses qui sont en permanence à modifier si on n'inclut pas tout le monde. Donc finalement, ce travail de retravailler les questionnaires sans cesse, si on inclut tout le monde d'un coup et qu'on met tout le monde autour d'une table et qu'on dit bon ben voilà, on pense faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? On n'a rien oublié, on gagne du temps et on gagne en efficacité, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, en attendant, j'avais une question pour vous tous, en fait, intervenants. Quel conseil vous pourriez donner à un établissement qui souhaite mettre en place soit le défi communiquer c'est gagné, ou alors le café bienveillance? Est-ce qu'il y a des points de vigilance à apporter ou des conseils pour un établissement qui voudrait mettre en place ce que vous avez fait? Bon, je me lance alors. Sur les cafés bienveillance, il est primordial d'avoir l'aval et le soutien surtout de l'équipe de direction, puisque ça demande quand même un temps de pause rémunéré, une entre guillemets absence des professionnels puisque c'est sur leur pause du service. Et puis mine de rien, il faut aussi financer les viennoiseries, le café et le thé avec une coordination restauration. Mais au-delà de ça, pour que ça puisse prendre, il faut vraiment que la direction soit en accord avec ce projet et puisse relayer l'information ou en tout cas être aussi force de proposition et aidante dans le déploiement des réunions en fait. C'est vraiment important. Moi, à mon niveau, si je peux rebondir aussi sur tout ce qui est café bientraitance ou même café éthique, tous ces types de réunions d'échange, ce qui est primordial aussi, je pense, c'est d'avoir un bon animateur. Parce que effectivement, je vous fais sourire, mais ce qui peut vite se passer, c'est que si l'animateur n'anime pas correctement le débat, on est souvent sur des personnes qui prennent la parole et qui ne gardent et monopolisent la parole. À l'instar de d'autres personnes qui ont forcément des choses intéressantes à dire, mais qui n'osent plus parler parce que tout a été dit. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi de cibler le sujet, parce qu'effectivement, on peut avoir un café éthique ou un café bientraitance où le sujet est celui-ci, et qu'on se retrouve une demi-heure après à parler d'un tout autre sujet qui n'avait rien à voir avec le sujet initial. Et si l'animateur ou le maître de cérémonie ne recadre pas les choses, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc je pense que ça, c'est aussi primordial et important. C'est très juste. C'est pour ça que nous sommes deux pour pouvoir les animer du mieux qu'on peut. Mais je vous remercie d'avoir parlé des qualités de l'animateur. Je n'allais pas le faire moi-même. Mais c'est vrai que c'est très, très important. Et on s'aperçoit, nous, là, sur l'établissement, que certains professionnels aussi viennent parfois sans savoir de quoi on va parler ou rien du tout, mais viennent parce qu'ils savent que c'est nous et que de toute façon, il y aura toujours quelque chose d'intéressant à ressortir de ce qui va se passer.
Donc, voilà, même si le sujet n'intéresse pas lui-même, comment dire, les intervenants ont aussi leur poids. Et certains pourraient choisir de ne pas venir aussi simplement parce que c'est telle personne qui anime la réunion. Donc, il faut être vigilant, oui, sur la personne qui anime ce temps d'échange. C'est très juste. En ce qui nous concerne, de notre côté, concernant justement si on avait des conseils à donner, nous, ce qui nous semble vraiment important dans ce défi-là, c'était déjà la période en amont, c'est-à-dire la période de préparation, qui n'est pas une période à négliger, puisque c'est quand même un temps important et beaucoup de choses se sont jouées en amont de ce défi-là. Donc voilà, c'est vraiment un temps important à prendre et un temps de réflexion où on s'est réunis. Donc, ne pas négliger ce temps en amont. Ce qui est aussi important et ce qui a été fait, c'est investir les résidents aussi, évidemment, dans ce défi. Et puis aussi, la partie débriefing, qui est, évidemment, la partie aussi l'une des parties les plus importantes. Et c'est aussi des choses à préparer, des axes de travail, des choses qu'on voulait faire passer sur ce temps-là. Donc, voilà, ne pas négliger non plus cette partie-là dans le cadre de ce défi. Tout à fait, la préparation et le test aussi, si vous avez la possibilité de tester en amont. C'est toujours des petites choses qu'on oublie, c'est des petites choses, mais mine de rien, une fois que le défi est lancé, ça peut avoir son importance. Donc, si vous avez la possibilité de tester aussi ce que vous mettez en place, c'est important. Les visiteurs pour Corrian-Côte-Normande, je pense, pour est-il possible d'assister à un café de bienveillance pour voir comment vous faites les choses? C'est une très bonne question. J'aurais tendance à vous répondre à chaud, pas forcément parce que ça risque de coincer un peu les collègues de la même manière que les RU ne participent pas à ces temps-là. On peut en discuter, mais après on peut tout à fait vous recevoir à Corrian avec William pour pouvoir en discuter, au contraire. Puis c'est à 8h le matin, hein. Ça amuse beaucoup les collègues parce qu'à 8h en général je suis pas très très bien réveillée, ils le savent. Donc ils se moquent aussi beaucoup de moi. Oui, merci Célia. RU, représentant des usagers. Oui, encore un moment où voilà, notre jargon de professionnel fait qu'on prend des raccourcis et qu'on n'est pas toujours très compréhensible. Bon, pas de problème. Le nombre de participants est-il limité pour les cafés bientraitance? Non. Aucune limitation, donc il nous est arrivé de nous retrouver à 4 comme à 21. C'est arrivé. Donc là, effectivement, par contre, en fonction des sujets qui avaient été proposés à 21, c'était un peu compliqué. Donc on a proposé de diviser la session en deux en fait. Donc 10 jours après, on a proposé la même thématique en fait sur un deuxième café bienveillance pour ne pas se retrouver avec les 21 personnes en même temps. Donc on a dû se retrouver avec 8 personnes sur le premier et puis 10-12 sur la deuxième fois. Oui, parce qu'on reste aussi sur de l'animation de groupe et quand on dépasse les 12-13 personnes, ça devient ingérable. Mais sur le principe, non, ce n'est pas limité. Oui, effectivement, la partition avec les représentants des usagers, c'est ce que disait Hélène tout à l'heure, ce n'est pas forcément opportun, au moins au début, voilà, le temps que l'habitude se prenne, que la confiance soit là, et puis après, progressivement, il y a toujours possibilité de les intégrer au fur et à mesure, mais effectivement, faire attention à la façon dont on les intègre pour que ça se déroule au mieux. Puisque vous posez la question là pour améliorer la communication pour Corrian, je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais je vous parlais de l'évaluation des pratiques professionnelles qui a été réalisée et qui a donné des retours sur la nécessité d'améliorer notre communication. Justement, cette évaluation des pratiques professionnelles a été réalisée par les représentants des usagers de l'établissement. Donc, on avait 3 questionnaires
dont un à destination des patients de l'établissement qui a été proposé par les représentants des usagers de l'établissement. Donc, ce ne sont pas nous qui sommes allés auditer les patients, mais les représentants des usagers, donc qui ont participé du début jusqu'à la fin à cette EPP et aussi aux axes d'amélioration. Voilà, c'est simplement sur ce temps d'échange avec les professionnels où on a décidé ensemble avec les représentants des usagers que c'était peut-être pas le moment le plus opportun pour discuter, en fait, pour participer à ce type d'échange, en fait, tout simplement. Marie-Thérèse, c'est intéressant ce que vous dites sur le chat, effectivement, qu'en tant que représentante des usagers, vous ne voudriez pas participer au café bienveillance pour ne pas que ça pollue, entre guillemets, les réunions des soignants. Effectivement, ils ont besoin de temps de se retrouver entre eux. Voilà, je pense qu'il y a deux moments. Il y a les soignants entre eux et puis il y a la relation soignant-soigné, qui sont deux choses différentes, mais effectivement, attention à ne pas oublier l'un au profit de l'autre. Les deux sont importants, effectivement. Marianne, je pense que tu peux enchaîner. Oui, on va arriver sur la fin de cette matinée. Ce qu'on voulait vous présenter aussi, on avait un autre projet aussi à vous présenter avant de terminer cette session. C'est un travail qui a été mené par un groupe au sein de Calva. Donc, c'est le groupe de travail sémantique qui a travaillé sur un jeu, Les mots pour comprendre. Donc, voilà, c'est une présentation qui a été travaillée avec les membres du groupe qui n'ont pas pu tous forcément être présents. Donc, en tout cas, je vais me faire la porte-parole pour les membres du groupe qui ont bien voulu participer à cette présentation. Et je vais vous présenter un petit peu ce que c'est, parce que c'est un outil qui est à disposition, sur lequel on n'a pas forcément beaucoup communiqué. Mais vous allez le voir, ça reste quand même ludique. On retrouve les enseignements qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on trouvait intéressant de vous présenter. Le groupe de travail sémantique, en fait, était composé de différents corps de métier et de représentants des usagers, chacun exerçant dans différents types de structures avec des populations accueillies distinctes. Ce qui faisait qu'on avait vraiment une mixité au sein du groupe qui permet d'explorer un petit peu différents cas de figure et de proposer un outil qui puisse être adapté au plus grand nombre. Donc, c'est un groupe de travail qui a commencé en février 2020. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a eu quelques mois où il n'y a pas eu malheureusement de réunion du groupe. En tout cas, les travaux se sont poursuivis et il s'est terminé en juin 2021. Avec des réunions régulières en présentiel. On a essayé les réunions en visioconférence. La première a été un échec total. Voilà, ce n'était pas la bonne façon d'échanger, surtout sur un sujet comme celui-ci. Les réunions en présentiel, c'était vraiment indispensable. Donc, les membres du groupe sont partis, ils ont échangé un petit peu sur leurs différents constats. Et ce qui est ressorti de façon majoritaire, c'était qu'ils avaient constaté une méconnaissance des droits par les patients. Et une confusion aussi entre certains termes par la population gériatrique notamment. Par exemple, le terme personne de confiance et personne à prévenir, il y avait régulièrement une confusion entre ces deux termes. Ils ont noté aussi les difficultés pour les soignants à expliquer certaines notions avec des mots simples. C'est vrai qu'il y a des notions des fois qui ne sont pas toujours faciles à expliquer avec notre vocabulaire professionnel, mais l'expliquer à un patient et voire une population gériatrique, c'est encore plus compliqué. Et puis des notions aussi qui étaient complexes à aborder pour les soignants. Les directives anticipées, ce n'est pas un sujet avec lequel tout le monde est à l'aise non plus, surtout en début de séjour, c'est assez difficile à aborder. Donc, il y avait vraiment une difficulté qui était ressentie sur ces sujets-là. Et donc là, le groupe s'est dit, il y a vraiment besoin de travailler l'information des patients. L'objectif, c'est qu'ils comprennent bien les informations qu'on leur délivre pour favoriser d'une part leur adhésion et les rendre acteurs de leurs soins et puis qu'il n'y ait pas de confusion et réduire les mécontentements et les réclamations. Si tout le monde se comprend, c'est plus facile d'échanger, de comprendre ensemble la même chose. Donc voilà, ils sont partis sur ces constats-là et puis ils se sont posés un objectif, c'était de construire vraiment un outil, mais pas n'importe lequel, un outil qui permette une communication accessible à tous. Donc, aussi bien des patients avec des difficultés de lecture, des patients porteurs de handicap, tout type de patients. Cet outil devait permettre de faire travailler le faire-dire. L'idée, c'était d'obliger un petit peu à reformuler, que les professionnels prennent l'habitude de faire reformuler. Et puis, ça devait être un outil qui devait aider les soignants.
pour les aider un petit peu à leur donner quels mots utiliser pour expliquer une notion un peu difficile, dédramatiser certaines notions. Donc, en clair, un outil qui apporte autant pour les soignants que pour les patients. Enfin, je dis patients, c'est aussi résidents et personnes accompagnées, ça reste vraiment large. On n'est pas que dans le sanitaire. Donc, au final, le groupe a opté pour créer un jeu, donc le jeu des mots de la santé, sous la forme d'un jeu de cartes. Donc, un jeu de cartes qui se voulait lisible et accessible à tous, avec des exigences, notamment sur ces cartes, il devait y avoir très peu de mots, ou en tout cas des mots simples. Il devait y avoir également des images. L'utilisation du facile à lire et à comprendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, c'était une des exigences pour mettre en place ce jeu. Et puis d'associer l'écrit, le visuel et l'oral pour faciliter la compréhension de tous. Donc, sur ces cartes, il devait être abordé des thématiques spécifiques. Et pour identifier ces thématiques à travailler, le groupe s'est inspiré de la charte de la personne hospitalisée et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Ce qui leur a permis d'identifier des thématiques qui étaient soit difficiles à comprendre, soit qui nécessitaient absolument une compréhension par les patients, ou alors qui pouvaient faire peur. Il y a aussi des thématiques qui font peur, donc l'idée, c'était aussi de les travailler au travers de ce jeu de cartes. Et puis, une fois que les thématiques ont été identifiées, eh bien, le groupe a recherché des mots-clés et des illustrations pour élaborer ces cartes. Donc, globalement, il y a différentes thématiques qui ont été abordées via le jeu de cartes. Donc, vous avez sur le recto de la carte une image, par exemple ici, une image sur la personne de confiance, et puis au verso, des mots-clés. Donc, concrètement, comment on utilise ce jeu? Eh bien, il faut tout d'abord créer des groupes qui associent personnel soignant et patients résidents ou personnes accompagnées. Il faut également un animateur, mais on le verra tout à l'heure, pas forcément un animateur qui a des connaissances hyper poussées non plus, parce que le jeu a été conçu de façon à ce que, j'ai envie de dire, presque n'importe qui puisse être animateur. Donc, le principe, c'est que le groupe qui comprend soignants et patients regarde l'image, identifie des mots-clés, qu'est-ce qui leur parle, et ensuite la carte est retournée. Donc là, le groupe découvre les mots-clés qui ont déjà été cités. Il a bien sûr la possibilité d'en ajouter de nouveaux. Et l'étape finale, c'est que le groupe, en fait, que les membres du groupe proposent une définition commune, par exemple ici de la personne de confiance, et donnent des exemples. Vraiment, à l'issue de ces ateliers, l'objectif, c'est que soignants et soignés aient compris la même chose en y mettant les mêmes mots. Donc, il y a des cartes qui sont similaires pour quel que soit le secteur, donc sanitaire et médico-social. Il y a aussi des cartes spécifiques. Par exemple, on a une carte spécifique pour la commission des usagers et une carte spécifique pour le conseil de vie sociale. Donc, il y a différentes thématiques qui sont proposées. Je vais vous les citer. Il y a l'identito-vigilance, normalement, qui est proposée. Il y a la dignité, donc les directives anticipées. L'intimité également qui est proposée. Et la satisfaction. Donc, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. Donc, ça a été intégré sur les différentes cartes du jeu. Donc, ce jeu a été peu testé au début, puisqu'il a été créé pendant la crise sanitaire. Toutefois, ce que le groupe peut vous conseiller en termes de mise en œuvre, c'est de l'utiliser, par exemple, pendant la semaine sécurité des patients. Là, ça peut être plus facile de le mettre en place, mais pas exclusivement. Si vous voulez le faire en dehors, c'est tout à fait possible. Ce qui est proposé et même recommandé, même très fortement recommandé, c'est de décliner ces cartes sur d'autres thématiques. Des thématiques que vous auriez identifiées comme étant prioritaires au sein de votre structure, n'hésitez pas à décliner ces cartes en fonction de vos propres thématiques. Ce qui a été dit également, c'est pour des structures du sanitaire de type SSR, l'idéal, c'est de décliner ce jeu avec le patient dans la semaine qui suit son arrivée, pas forcément dès le début pour lui laisser le temps de prendre ses marques, en tout cas dans la semaine qui suit pour qu'il puisse déjà intégrer certains messages et puis pour s'assurer que le patient a bien compris le message que vous voulez lui faire passer. Et puis sur des structures de type FAM, donc foyer d'accueil médicalisé, ce qui a été dit, c'est que l'utilisation en groupe est quand même plus facile, donc c'est vraiment ce qui est recommandé. Donc l'avantage de ce jeu, c'est qu'il est facile à mettre en œuvre, que l'animateur peut être relais de l'information, n'est pas forcément obligé d'avoir une connaissance hyper poussée. Les mots qui sont notés sur les cartes sont assez simples, donc accessibles vraiment à tous. Il faut avoir après un minimum de posture en tant qu'animateur, mais je veux dire au niveau des connaissances, ce jeu se veut quand même plus simple à mettre en œuvre. Et puis un point de vigilance, c'est malgré toute la simplification qui a été apportée à ce jeu, l'appropriation peut quand même être difficile pour certains publics. Alors, on a beau y apporter toute la simplicité qu'on veut,
il y a quand même des publics pour lesquels c'est compliqué d'utiliser ce jeu. Donc, on voulait remercier vraiment le groupe de travail sémantique qui a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ce jeu. Voilà, c'est issu d'une réflexion vraiment poussée. Comment on pourrait proposer un outil qui convienne au plus grand nombre et qui soit facile à utiliser. Donc, un grand merci à tous. Vous le voyez, avec des professions vraiment diverses et variées. Donc, merci au groupe sémantique. Je sais qu'il y a des membres qui sont connectés ce matin, donc je les en remercie également. Pour ceux qui sont intéressés par ce jeu, il fait partie du kit des Olympiades du soin, donc ça fait partie d'un des défis. C'est une déclinaison du communiqué c'est gagné. Donc, vous pouvez l'obtenir sur simple demande et puis on vous l'envoie. Vous avez des cartes en format Word que vous pouvez personnaliser à votre guise. Voilà, donc effectivement, ce jeu est bien accessible à tous. Et oui, bien sûr, les directives anticipées, ça nécessite plus qu'un support, effectivement, mais c'est un outil, ça ne doit pas être juste un jeu de cartes en tant que tel, ça doit quand même susciter l'échange et faire en sorte que chacun ait compris la même chose. Ce n'est pas juste un jeu de cartes et puis on s'arrête ici. Voilà ce qu'on pouvait vous présenter pour ce dernier petit outil. Voilà, il y en a d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif, mais vous pouvez demander le jeu par vous contacter Calva, nous contacter par mail ou par téléphone, et puis on vous transmet l'outil. Même depuis notre site internet, je crois, il y a un formulaire sur le site pour obtenir les outils. Donc voilà, quel que soit le moyen que vous utilisez, de toute façon, on arrivera bien à vous les transmettre, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on n'a plus les pigeons voyageurs. Non. Quoique. Donc, il nous reste peut-être que si vous avez encore d'autres petites questions, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci Marianne. C'était avec plaisir et je remercie encore une fois le groupe parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais c'était vraiment un jeu très intéressant. Oui, dans le chat, Marie-Thérèse parlait de mon espace santé, qui effectivement se développe petit à petit dans tous les départements et que chacun dans son espace santé peut indiquer les directives anticipées. Mais pour pouvoir le faire, il faut aussi que les usagers soient bien informés et comprennent ce que c'est les directives anticipées. Donc on revient toujours facile à lire et à comprendre, à la communication pour que tout le monde adhère à ce type de dispositif. Je ne vois pas de questions dans le chat. Moi, j'aimerais bien conclure si chaque intervenant pouvait donner un conseil pour mieux communiquer au quotidien. Donc, je propose de faire dans l'ordre. D'abord, le centre hospitalier 40 ans avec Mesdames Autier et Madame Lebas. Ce qui m'apparaît en tout cas comme le conseil premier, c'est déjà de repérer nous-mêmes que du coup on peut être dans le pas bon en termes de communication. C'est-à-dire déjà de repérer qu'on ne fait pas toujours bien et c'est déjà un premier pas. Et c'était aussi le but de notre défi, c'était déjà de s'ajuster et de repérer ça parce que ce n'était pas toujours évident, ça ne l'est pas non plus pour nous. Et d'essayer de faire un pas de côté, en fait. Déjà, repérer qu'on a encore à travailler autour de ces questions-là et que voilà, c'est pour ça qu'il y a des perspectives d'évolution, c'est déjà de repérer qu'on ne communique pas toujours de la meilleure des façons, même si on le veut. Ce n'est pas toujours une question de volonté, mais en tout cas, voilà. Merci. Eric, si tu veux intervenir. Ces échanges étaient très riches, c'était intéressant de voir ce qui se faisait ailleurs, ça c'est important. Et puis effectivement, dans une démarche, on parle beaucoup de qualité, de la démarche de qualité. Ces exercices-là permettent de savoir si on fait bien et puis surtout de quelle manière on peut mieux faire.
Donc la démarche qualité, porte toutes ces valeurs-là. Et donc c'est aussi une chose importante à évoluer, puisque la qualité est une chose relativement récente dans le système de santé. Moi qui ai fait toute ma carrière dans le nucléaire en partie, j'ai découvert, on applique les mêmes choses maintenant, et donc c'est une très bonne chose parce que ça permet des échanges et une progression, et ça doit être fait bien entendu dans une bienveillance pour améliorer, toujours dans le souci d'améliorer les choses. Voilà. Merci à tous. Merci Eric. Hélène, pour le centre pour Corian. Oui, mais pour bien communiquer, alors en tant que psychologue, moi j'aurais un conseil à donner, c'est avant de communiquer, on se prépare à. On ne fait pas ça dans l'urgence, on respire bien et on se prépare à être en relation avec quelqu'un. Donc c'est-à-dire déjà à l'écouter et à savoir se faire entendre. Donc on ne va pas trop vite et on prend le temps. Ce qui est facile un peu pour moi en tant que psychologue, ce qui est moins facile pour un grand nombre de collègues aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il faut aller vite, ça va vite, et on n'a pas forcément toujours le temps de faire comme on souhaiterait le faire. Donc essayons de faire au mieux avec les conditions qu'on peut avoir. Plus on va vite et moins on réfléchit et plus on déshumanise nos actes. Et pour revenir sur la qualité, en tant que psychologue, moi, si je suis ambassadeur pour une association qualité, c'est aussi parce que, avec l'évolution de la santé, je m'aperçois qu'il faut bien passer par la qualité pour remettre de l'échange et du relationnel dans les soins. Donc voilà, je participe activement à cette démarche qualité parce que c'est un levier très fort aujourd'hui pour pouvoir réhumaniser un peu le système de santé. Voilà, mais préparons-nous à. Merci Hélène. Le centre hospitalier de l'Ostreverte. Oui, alors moi je viens de repenser à quelque chose pour bien communiquer, bien communiquer pour bien soigner. Je pense que ça passe aussi, on n'en a pas parlé, par la qualité due au travail. Et je pense à ça parce qu'il y a 1 an ou 2, on a répondu à un appel à projet. Ça peut être un outil supplémentaire qui peut être intéressant pour les établissements de santé. L'appel à projet consistait en fait à mettre en place une sorte de vie ma vie où sur une journée, un professionnel pouvait aller rencontrer un autre professionnel dans nos services, et on a toujours des échos. Enfin, je vais prendre l'exemple un peu type de la cuisine qui va critiquer le soignant dans le service ou inverse. Et finalement, l'aide-soignante qui va avoir la possibilité sur une journée d'aller accompagner un agent de cuisine et de voir finalement que les problématiques de cuisine engendrent des problématiques dans son service et inversement, et de faire des retours d'expérience derrière, et ben, c'est un super outil de communication et qui devrait être plus développé dans nos établissements de santé. Donc là, encore une fois, on le fait dans le cadre d'un appel à projet, mais on a rebondi, on s'est dit cette année, on le fait, on n'attend pas l'appel à projet. Et dans le cadre du groupe qualité due au travail, on le refait cette année. Et voilà, on a une dizaine d'agents qui vont participer avec des échanges intra-professionnels. Et c'est un super outil supplémentaire à mettre en place pour améliorer la communication. Je ne sais pas si M. Mann a aussi des choses à dire. En tant que représentant des usagers, la communication, pour moi, c'est de savoir écouter, de savoir comprendre, parce que ce n'est pas la même chose, et puis ensuite d'essayer de faire participer, de ne pas garder l'information pour soi-même, c'est toujours penser à ce qui a pu être dit, comment ça peut être mis en pratique pour améliorer les situations. Voilà. Vu par le représentant des usagers, parce que c'est assez particulier. Merci. Merci. Je vais juste me permettre, je rebondis, Monsieur Cordonnier, sur ce que vous venez de dire. Je vous rejoins totalement sur le Vie ma vie. On vient d'en finir un, nous, sur Corian Côte-Normande. Je suis en train de faire le retour d'expérience. On n'a pas fait la réunion de retour avec les équipes, mais on sait déjà qu'on va faire une 2e édition au mois de juin, là. Donc, on a 18 professionnels qui ont fait ce Vie ma vie, en fait, une journée chacun, donc 2 jours par personne. C'était des binômes pour l'instant, une journée où on suivait un autre collègue et une journée où on accueillait ce collègue qui nous suivait toute la journée.
c'est riche de résultats, d'expériences, de changements de vision sur les collègues. Et effectivement, plus on se comprend entre services, entre collègues, et quand on sait comment les autres travaillent, on se met à mieux travailler aussi pour faciliter l'action de tous. Et on a une vision plus globale de ce qui se passe, et c'est très facilitant. Je vais préparer un retour d'expérience peut-être un petit peu plus global, peut-être que d'autres seraient intéressés. Merci. Et toi, Marianne, si tu avais un conseil Alors moi, je vais pas innover beaucoup, mais pour moi, bien communiquer, c'est effectivement savoir écouter et entendre. Vraiment, c'est pas la même chose. Ça demande aussi un travail. Donc, pour moi, c'est vraiment la base. Voilà, savoir écouter, savoir aussi se mettre à la place d'eux, mais pour ne pas paraphraser quelqu'un, ne pas prendre la place d'eux. Mais c'est important aussi d'essayer de comprendre l'autre. Eh ben, merci Marianne. Je vais afficher à l'écran nos coordonnées. Juste pour finir. Voilà. Vous pouvez donc nous contacter. Vraiment merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Un grand merci aux intervenants pour votre participation, professionnels, représentants d'usagers. Et c'est vrai qu'on tenait vraiment à ce que les deux soient mis en valeur ensemble pour montrer que la communication, ça passait bien par travailler ensemble. Pour les participants, j'espère que ce webinaire vous aura donné des idées pour travailler ensemble et pour mettre en place des choses dans l'établissement dans lequel vous travaillez ou l'établissement dans lequel vous siégez en tant que représentant d'usagers. En tout cas, que ce soit Marianne ou moi, on est à votre disposition. Et puis, vous pourrez accéder au replay juste après le webinaire avec le même lien de connexion. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux ce matin. Un grand merci vraiment de vous être mobilisés aujourd'hui. Bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.